Sensation, un tournant historique sur le front. Les forces ukrainiennes ont stoppé net la Russie. Zéro avancée pour les occupants depuis un mois. L'Ukraine a repris l'initiative et détruit l'ennemi à une vitesse incroyable. L'impasse de Poutine et le triomphe de l'Ukraine, drone à IA et effondrement des communications de l'agresseur. L'armée ukrainienne récupère ses terres. Le Kremlin subit des pertes records. Près de 40 000 occupants en moins. Et ce, rien qu'avec les drones. Et aussi une contre-attaque ukrainienne brutale près de Oliaïpol. La 82e brigade a repoussé l'ennemi de 12 km, sauvant Zaporizhia. Bienvenue sur la chaîne Ukraine aujourd'hui. Pourquoi le Kremlin ne peut-il plus imposer ses règles? La meilleure situation sur le front depuis 10 mois. À découvrir dès maintenant. Je m'appelle Andrei Silakov. Parlons de ces bonnes nouvelles. Pour la première fois en 2 ans et demi de guerre totale, la machine russe s'est enlisée. Selon une analyse de l'AFP, aucune avancée des occupants n'a été enregistrée le mois dernier. La dynamique de l'effondrement est évidente. Si en janvier la Russie tentait encore de conquérir des terres, en mars, son potentiel offensif est épuisé par les contre-attaques ukrainiennes. Les défenseurs ukrainiens ne font pas que résister, ils récupèrent méthodiquement leurs terres. Cela a forcé les analystes occidentaux à l'admettre. L'initiative sur le champ de bataille est passée à Kiev. Mars 2026 est devenu le mois le plus noir pour l'armée russe depuis le début de la guerre. Le président Zelensky a confirmé un niveau record de pertes en hommes et en matériel. Les pertes russes pour ce mois de mars ont atteint un niveau jamais vu depuis le début de la guerre. Rien que par les frappes de nos drones ont été tués ou grièvement blessés. 33 988 soldats russes et 1363 autres occupants ont été éliminés par l'artillerie et d'autres frappes. En fait, les forces de défense et de sécurité ukrainiennes ont privé l'ennemi de sa capacité à dicter la situation sur le front. Il est crucial de noter que les résultats de destruction des systèmes de défense aérienne russes ont aussi bondi. À savoir que 274 de ces systèmes ont été touchés rien qu'en mars. De plus, le journal The Times a révélé les détails d'une opération brillante de la 82e brigade d'assaut aérien qui, par une frappe surprise, a stoppé la percée ennemie vers Oliaïpol. Il y a 2 mois, la situation dans ce secteur menaçait des villes clés comme Zaporizhia et Pavlorad. Mais les parachutistes ukrainiens ont non seulement tenu bon, mais ont repoussé les Russes de 12 km. Le secret de ce succès s'est avéré simple et mortel. Il s'agit notamment de drones dotés d'intelligence artificielle. Pour éliminer les cibles prioritaires, ils utilisent le drone de combat Linza, un développement conjoint germano-ukrainien. Il résiste au brouillage électronique et bénéficie du soutien de l'intelligence artificielle. De plus, contrairement aux années précédentes, l'artillerie n'est plus limitée dans ses tirs. Grâce à sa propre production d'obus de 155 mm et aux initiatives européennes, les parachutistes peuvent frapper même des cibles isolées. Les Ukrainiens ont aussi profité de l'effondrement du système de communication russe après l'introduction de nouvelles règles d'enregistrement Starlink, coupant les terminaux de contrebande des occupants du réseau. Le Kremlin a tenté de remplacer les communications par satellite par ses propres développements et de limiter l'usage de Telegram, mais n'a finalement abouti qu'à une perte totale de coordination des troupes. Les forces armées ukrainiennes tirent parti de leur supériorité en communication de pointe et en drones intelligents, tandis que les unités russes sont devenues des groupes isolés, incapables de manœuvres conjointes, ce qui permet à nos défenseurs d'anéantir l'ennemi avant même qu'il n'atteigne ses positions de combat. L'Institut pour l'étude de la guerre et le renseignement britannique s'accordent pour juger la situation actuelle sur le front comme la meilleure pour l'Ukraine depuis 10 mois. Les succès tactiques des forces ukrainiennes dans le sud ont déclenché un effet domino, forçant le commandement russe, en pleine panique, à se diviser entre les tentatives de tenir le front et la nécessité de transférer des réserves vers Koursk. L'Ukraine continue de renforcer ses positions à tous les niveaux, posant les bases d'opérations d'envergure pour 2026 alors que la Russie est passée en mode défense totale, perdant ses ressources à une vitesse folle. De plus, le commandant des forces de système de drones, Robert Magyar, a montré les résultats du démantèlement de l'équipement russe, ce qui a choqué même les experts militaires chevronnés. Les oiseaux des forces de drones ont détruit un radar du système de missiles S-400 à Théodosie, un système Tor, ainsi qu'une sacrée douzaine d'objectifs militaires, postes de commandement, points techniques, dépôts, 2 hubs de Shahed dans les marais des régions de Koursk et Bryansk. Les oiseaux du 9e bataillon Kairos de la 414e brigade
Les oiseaux de Magyar ont débusqué, dans la nuit du 4 avril, une station radar multifonctionnelle du système de missiles anti-aériens S-400 Triumph. Cette station radar détecte notamment des cibles hypersoniques jusqu'à 600 km, suit automatiquement jusqu'à 100 cibles à la fois et guide jusqu'à 72 missiles. Elle se déploie en 5 minutes. Un truc toxique. Le système Tor a été traité par les oiseaux du premier centre des forces de drones près de la localité de Zakativka, dans la zone occupée de Donetsk. À suivre. Cela transforme la logistique ennemie en cauchemar. Les occupants perdent leur rare système de défense et de contrôle plus vite que les usines ne peuvent les produire. L'armée ukrainienne a privé Poutine de l'essentiel, la capacité de planifier des attaques à long terme, transformant l'armée russe en un appendice de ressources sur la défensive qui fond à vue d'œil. Les forces spéciales Chimères ont nettoyé les bastions au sud et près du Dniepr, les nôtres ont écrasé les groupes d'assaut ennemis. Les forces armées ukrainiennes libèrent des centaines de kilomètres et reprennent l'initiative. Des contre-attaques massives. Pendant ce temps, les réserves du Kremlin se consument dans la région de Koursk. Pour l'acte final de l'armée de Poutine, regardez la suite. C'est un signal, pour ainsi dire, très inquiétant. C'est une dégradation de notre position, et cela ne se limite pas, comme on dit, au domaine militaire. Urgent, le front russe s'est effondré. L'Ukraine a libéré une région entière. Les missiles Flamingo, ce sont apparemment eux qui ont déjà atteint la Tchouvachie. C'est fait. Les forces ukrainiennes sont dans la dernière ligne droite, la déoccupation frappe à la porte. En ce moment même, une région entière est libérée. La guerre pénètre à nouveau sur le territoire russe. Du sang à Koursk. Un groupe d'officiers russes d'élite a été tout simplement anéanti. Les oiseaux de Magyar et le Gur ont abattu la carte de la vengeance, des morts et des prisonniers russes. Les images inondent déjà le réseau. Les Flamingos ont entamé une moisson infernale, la fin des Shahed. Les attaques CMS et les scalps ont réduit en cendres le repère de l'ennemi. Près de Donetsk, l'inattendu s'est produit. Zelensky, sur la ligne de front, a envoyé un signal clair. Le plan de victoire de l'Ukraine est déjà sur la table. 4 dossiers secrets de l'état-major. Nous approchons du dénouement. Bonjour. Je suis Rinata Aslanova et voici l'échec cuisant des Russes sur tous les flancs. Dans notre émission Ligne Rouge. Regardez jusqu'au bout. Urgent, c'est arrivé. L'armée ukrainienne écrase les Russes et libère une région entière. La région de Dnipropetrovsk est presque totalement nettoyée des occupants. L'armée ukrainienne fonce tête baissée, c'est ce qu'a annoncé le général de division Oleksandr Komarenko dans une déclaration d'urgence. Le porte-parole de l'état-major a stupéfié par les détails. L'ennemi a été expulsé et la situation est stabilisée. Plus de 400 km² de terre natale ont été repris. À l'arrière, une chasse impitoyable au reste des groupes infiltrés est en cours. La région de Dnipropetrovsk est pratiquement libre. Le général a révélé les détails. Il reste à achever 3 villages et à effectuer un nettoyage final en 2 points. Février a été un tournant. Nous reprenons bien plus que nous ne perdons. L'armée ukrainienne a pris un élan fou et ne semble pas vouloir s'arrêter. Le front s'échauffe à l'extrême. En Russie, on craint que l'armée ukrainienne n'atteigne la frontière et ne commence à nettoyer le territoire russe. Ou qu'elle ait déjà commencé. Serait-ce l'opération Kursk 2.0 ? Les réseaux sociaux russes explosent littéralement de messages. Génocide d'officiers russes. Panique, anxiété et messages choquants. Les militaires cherchent nerveusement un abri et les commandants cachent leur visage en silence. Les braves petits gars russes se sont encore effondrés. Dossier espion rapporte qu'au matin du 6 mars, une attaque a été menée contre un groupe d'officiers près de la localité de Tetkino. Et maintenant, attention, ils ont été fauchés par la Baba Yaga ukrainienne. Elle a largué 3 mines sur l'élite et a disparu dans la nuit du front. Le silence après les frappes est plus effrayant que n'importe quelle explosion. Un jour sombre pour l'armée russe. Sur les réseaux, on pleure les morts et les soldats sont à bout. Le front des occupants s'est effondré d'un coup. Les Russes s'enfuient dans toutes les directions. Les unités d'acier du Gur et la défense ont porté un coup fatal, anéantissant l'offensive ennemie sur Zaporizhia. Lors de ce carnage, les forces spéciales ont éliminé plus de 300 envahisseurs, les changeant en cargaison de sang. 39 autres Russes démoralisés se sont honteusement rendus, implorant la clémence.
Des images épiques inondent le web. Le GUR a révélé le secret de ce triomphe. Des frappes de drones tueurs et l'artillerie de précision ont réduit la logistique russe en cendres. Désormais livrés à eux-mêmes, les occupants terrifiés refusent l'assaut, conscients de leur mort certaine. Le renseignement confirme, cette contre-attaque féroce a stabilisé le front et verrouillé Zaporijjia face à l'ennemi, sur des positions avantageuses pour l'Ukraine. De plus, les oiseaux d'acier de Madiar ont pulvérisé une colonne mécanisée russe dans le secteur de Ouliaïpol. La brigade légendaire a porté un coup dévastateur, changeant le matériel russe en ferraille fumante. Les occupants de la 40e brigade sont encore tombés dans le piège. Après l'échec de l'infanterie, ils ont tout misé sur une percée blindée, commettant leur erreur la plus fatale. Toute une armada, chars blindés et quads avec troupes fonçaient sur l'axe Malinivka, Zeleny High, Ouliaïpol. Mais les As de Madiar les tenaient déjà en joue. Le renseignement a été parfait et l'ennemi s'est retrouvé pris au piège. Le matériel ennemi a été calciné par des tirs précis, suivis d'une traque impitoyable des survivants. Ceux qui tentèrent de se terrer dans les zones résidentielles ont été éliminés sur place. Le châtiment a frappé chaque occupant. Zelensky est dans le Donbass. Toutes les positions sont tenues. L'armée est un rempart. Chaque pas du président parmi les soldats est un signal pour l'ennemi. Je vous souhaite une bonne santé, chers Ukrainiens. Aujourd'hui, la région de Donetsk, notre terre, nos guerriers. Le chef de l'État a confié au New York Times vouloir se rendre sur le front de Donetsk, car la Russie pousse l'Ukraine à céder toute la région dans tout futur accord de paix, y compris la zone que l'Ukraine contrôle encore. Un signal clair pour Poutine. Ceux que l'armée suit ne restent pas au bunker. Les plans audacieux du Kremlin pour l'offensive de printemps s'effondrent en direct. Au total, le voyage du président ukrainien sur le front de Donetsk a duré près de 27 heures. Il a voyagé 8 heures en train vers la région de Kharkiv. Puis, pendant 2 heures, un convoi de minibus, de 4x4 et de camions a rejoint Donetsk par des routes protégées par des filets anti-drones. La vitesse de ce convoi a parfois dépassé les 140 km/h. Le niveau de tension est à son comble, mais la résilience est inébranlable. Lors d'une rencontre de Zelensky avec les militaires, on a entendu une bombe guidée russe exploser au loin. Ensuite, un drone FPV, probablement russe, a survolé le convoi de véhicules. Il volait à basse altitude et la garde présidentielle était sur le qui-vive. Les occupants peuvent attendre, les forces ukrainiennes tiennent bon la défense. L'Ukraine est inébranlable et aucune menace ne brisera notre puissance. Et ce ne sont pas les seules mauvaises nouvelles pour les Russes. Le général Komarenko en a annoncé d'autres, bien plus choquantes. L'armée ukrainienne a un plan de victoire pour l'année 26. Les nôtres ont abattu la carte de la vengeance. L'armée prépare une surprise mortelle pour la Russie qui les prendra au dépourvu. Le commandement a laissé entendre que la pression monterait jusqu'au point critique. Les détails sont classés secrets, mais le but est unique, l'expulsion totale des envahisseurs du sol ukrainien. Comme l'a dit le général, l'armée passe à une domination totale et dictera sa volonté à l'agresseur sur le champ de bataille. Agir en second est le chemin vers la défaite. La traque des points faibles des occupants ne s'arrête pas une seule seconde. Et s'il y a un calme sur le front, ce n'est que le calme avant la tempête qui frappera les envahisseurs au moment le plus inattendu. L'état-major possède déjà 4 dossiers secrets avec des plans pour de nouvelles opérations d'envergure. L'Ukraine prépare des frappes asymétriques qui paralyseront les occupants. Comme l'a dit le général, il y aura quelque chose à quoi l'ennemi ne s'attend pas. Et cette surprise sera fatale pour l'armée de Poutine. Ce moment est venu, la Russie tremble, les prédateurs ukrainiens ont envahi le ciel jusque dans les régions de l'arrière. Les flamingos ont fait l'impossible. Les blogueurs pro-guerre sont les premiers à vouloir se rendre. C'est un signal très, pour ainsi dire, inquiétant. C'est une dégradation de notre position, et pas seulement sur le plan militaire. Cet homme effrayé sur la vidéo est le blogueur militaire russe Maxime Kalachnikov. Comme on le voit, il admire sincèrement les résultats de 4 ans de soi-disant démilitarisation de l'Ukraine, pour laquelle la Russie a déjà perdu environ 400 000 soldats et subi 1 000 milliards de dollars de pertes. Les missiles Flamingo, ce sont apparemment eux qui ont déjà atteint la Tchouvatchi.
Si le Tatarstan est touché, vous comprenez, la frappe atteint la région de la Volga. Avec ce genre d'armes à longue portée. La propagande russe ne s'en cache même plus. L'Ukraine a surpassé la Russie. Moscou n'aurait jamais rêvé d'un tel armement. Les technologies ukrainiennes ont brisé le calme, même là où, selon Poutine, tout était sous contrôle. La réputation de notre élite, pour ainsi dire, tombe plus bas que terre. C'est le néant. Ils se font frapper et ils ne répondent pas. Tout le monde commence littéralement à leur marcher dessus. Je crains que ce soit précisément cela, parmi toutes ces frappes de flamands qui se produisent. C'est un véritable échec pour le Kremlin. Ce qui devait rester hors de portée brûle désormais même au cœur de leur territoire. Tout le monde regarde ça et n'arrive pas à y croire. Les forces ukrainiennes ont encore montré qui est le patron. Et voici le choc principal. L'armée ukrainienne ne frappe pas seulement avec précision et en profondeur, elle réduit en cendres les cibles ennemies vitales. Cela pourrait marquer le point final de l'histoire sanglante des Shaheds. Près de l'aéroport de Donetsk, les forces de défense ont pulvérisé un repère de la mort par une salve massive de missiles ATA-CMS et Scalp. Un site de stockage, de préparation et de lancement de drones d'attaque ennemis. L'état-major ukrainien l'a annoncé triomphalement. Suite à cette frappe chirurgicale, un incendie monstrueux et une série de détonations massives ont transformé la base en enfer. De plus, les occupants ont subi d'autres pertes catastrophiques. Ainsi, un centre de contrôle de drones près de Dibrova, dans la région de Louhansk, a été rayé de la carte et un poste de commandement et d'observation crucial a été détruit près de Krouliakivka, dans la région de Kharkiv. Le ministère a souligné que la destruction systématique des centres de drones, des positions d'artillerie et des troupes ennemies le prive totalement de sa puissance de feu et fait échouer tout projet de nouvelles offensives. Pendant que la balistique ukrainienne refroidit après ces raids infernaux, les drones intensifient leurs frappes. Une nouvelle stupéfiante. C'est une véritable sensation. L'Ukraine a établi un record. Plus de 750 drones ont simultanément encerclé toute une liste de régions russes et même le territoire de la Crimée temporairement occupé. C'est du jamais vu. La défense aérienne russe est KO, même si elle en a l'habitude. Oh, oui, c'est encore passé derrière les maisons. Aïe, droit dans la maison, ça a touché la maison de plein fouet. Pris de panique, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 3 bombes guidées, 3 roquettes HIMARS de fabrication américaine et 754 drones de type avion. Prétendant que même face à de tels défis, les vaillants soldats russes s'en sont sortis. Et voici les premiers résultats. Une frappe massive dans la région de Novgorod, en Russie. La cible des drones ukrainiens pourrait être l'usine chimique Akron, l'une des plus grandes entreprises russes de production d'engrais minéraux. Un véritable champignon nucléaire s'élève dans le ciel. C'est le 51e bâtiment. La grande lutte pour le Donbass ukrainien se joue aussi dans les bureaux. Le Kremlin espère que les États-Unis se retireront des négociations. Washington lie les garanties de sécurité pour Kyiv à l'abandon de nos territoires. Zelensky affirme que ce chantage est influencé par la guerre en Iran. Mais les livraisons de systèmes patriotes par l'administration Trump suivent leur cours. Découvrez ce qui se passe à huis clos dans ce reportage. Après les pourparlers aux États-Unis, il n'y a pas de réelle avancée vers la paix car la Russie ne montre aucune volonté diplomatique, a déclaré le président Volodymyr Zelensky suite au rapport de l'équipe de négociation ukrainienne de retour des États-Unis. La situation géopolitique s'est compliquée à cause de la guerre avec l'Iran, ce qui renforce la confiance du Kremlin, estime le président ukrainien. Il a ajouté que la Russie se prépare à lancer des frappes sur l'Ukraine en utilisant jusqu'à 1000 drones. Nous allons répondre nous. Nous réagirons à chacune de leurs attaques. Nous le disons tout à fait ouvertement. Concernant la Russie, nous constatons que la pression de la communauté internationale s'affaiblit en réalité. Je ne parle pas des raisons pour l'instant. Mais nous voyons des changements dans la politique de sanctions. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres dans le monde, l'Ukraine a ses propres sanctions. Les voici. Ce sont nos réponses. Ils doivent ressentir la pression. Si l'Ukraine ne répond pas à leurs frappes, la Russie va simplement continuer. Elle n'envisagera même pas la possibilité d'une pause dans cette guerre. Des représentants des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine ont tenu 3 cycles de négociations durant l'hiver. Les 21 et 22 mars, les délégations de l'Ukraine et des États-Unis se sont rencontrées. Les parties ont discuté de questions humanitaires et de la création d'un cadre de sécurité solide pour l'Ukraine, a expliqué l'envoyé spécial américain Steve Witkoff.
Quant aux garanties de sécurité, la partie américaine est prête à les finaliser une fois que l'Ukraine aura accepté de se retirer du Donbass, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Et vous comprendrez que le retrait du Donbass en plus d'être injuste, amoral et ainsi de suite, est aujourd'hui un affaiblissement de la défense ukrainienne. C'est exactement ça. La Russie a toujours un coup d'avance. Par exemple, l'arme nucléaire dont il parle sans cesse en menaçant le monde entier. Et chaque fois qu'il y a une impasse, à un moment donné, il lance ce genre de message. Et si, dites-moi, pourquoi ne relancerait-il pas la guerre, encore, sous de nouvelles conditions, d'autres conditions, en disant au monde, regardez, sinon nous pourrons utiliser cette arme-là et nous ne sommes pas protégés contre cela. Parallèlement, Volodymyr Zelensky a suggéré que la Russie compte sur la lassitude des États-Unis face aux négociations et sur un changement des priorités de Washington. Selon lui, la situation internationale, notamment les tensions au Moyen-Orient, influence l'approche de l'administration américaine. Pendant ce temps, le président finlandais a déclaré dans une interview au journal norvégien VG que les négociations au format trilatéral étaient épuisées, alors que l'Europe a pris au fil du temps plus de responsabilités et joue un rôle plus marqué dans l'évolution future des événements en Ukraine. Nous comprenons bien la tactique de négociation des Russes. Et je pense que les Ukrainiens font confiance aux pays européens qui s'efforcent de leur apporter un soutien maximal. Mais le problème majeur ici est que je ne crois pas que la Russie veuille la paix. C'est pourquoi le plus important pour l'avenir est d'accentuer la pression sur la Russie. Mais malheureusement, vu la guerre en Israël et la décision américaine d'alléger les sanctions sur le pétrole russe, la situation n'évolue pas comme nous le souhaiterions. Alexander Stubb, président de la Finlande, dans une interview aux médias norvégiens VG. Sans guerre, la Russie deviendrait vite un paria sur la scène mondiale. Elle a donc intérêt à poursuivre les combats, estime Mikhailo Podolyak, conseiller à la présidence ukrainienne. Il a souligné que Moscou et Kiev poursuivent des objectifs différents lors des négociations. L'Ukraine veut une fin rapide de la guerre et une paix juste avec des garanties de sécurité fiables, alors que la Fédération de Russie a intérêt à faire durer le conflit pour rester une partie capable d'exercer une influence au niveau mondial. Nous comprenons que des conditions justes impliquent la déoccupation et que l'agresseur paie le prix fort pour tout ce qu'il a en fait infligé au pays qu'il a attaqué. Mais une paix relativement juste, c'est la formule que propose le président. On arrête la phase active de la guerre, on reste sur nos positions avec des missions de surveillance. Et au fond, l'élément de base dans tout cela, ce sont les garanties de sécurité, c'est-à-dire ce qui actera clairement l'impossibilité d'une répétition d'une telle guerre. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Russie doit comprendre, si elle tente de rompre ce même cessez-le-feu, eh bien à ce moment-là, une frappe collective sera lancée. Auparavant, le président ukrainien a déclaré à plusieurs reprises que les questions les plus sensibles, dont l'intégrité territoriale, les garanties de sécurité et la situation autour de la centrale de Zaporijia, devaient être discutées lors de négociations directes entre les dirigeants ukrainiens, américains et russes. Moscou rejette pour l'instant cette possibilité tout en continuant d'attaquer l'Ukraine. En particulier, l'armée russe a intensifié ses opérations de combat au sol le long de la ligne de front. Parallèlement, elle a lancé une autre frappe massive. Au cours des 23 et 24 mars, la Russie a lancé contre l'Ukraine près de 1000 drones et 34 missiles. Kristina Dombrovska pour la chaîne de télévision Freedom. L'Ukraine l'a fait. Le robinet d'essence est coupé. Dès avril, l'exportation en Russie s'arrête. Les frappes de Kiev sur les raffineries russes sont un désastre total pour le Kremlin. Poutine a-t-il perdu sa dernière ressource pour la guerre? Tous les détails à suivre. Les forces de défense ukrainiennes continuent de frapper les infrastructures pétrolières du pays agresseur. La semaine dernière, l'Ukraine a attaqué à 2 reprises le port russe stratégique de la Baltique, Ust-Luga. D'importants volumes de pétrole et de produits pétroliers y sont exportés, notamment via des navires de la flotte Fantôme. La cible est tout à fait légitime, car les livraisons d'énergie permettent à l'agresseur de financer son complexe militaro-industriel et de poursuivre la guerre, a noté le service de sécurité d'Ukraine. Le SBU, avec les forces de défense, poursuit son travail systématique pour affaiblir les capacités financières et logistiques de l'ennemi. Car toutes les installations pétrolières font en réalité partie du complexe militaro-industriel russe et garantissent l'entrée de fonds dans le budget de la Fédération de Russie qui servent à la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, les opérations spéciales visant à contrer cela se poursuivront à l'avenir. La Russie paiera le prix fort pour son agression.
Evgueni Kmara, chef par intérim du service de sécurité d'Ukraine, sur Telegram. La région de la Baltique, autrefois un carrefour sûr, est devenue une zone à haut risque pour la Russie, a noté le ministère de la Défense ukrainien. Dans la nuit du 25 mars, les forces de défense ont frappé le chantier naval de Vyborg et un jour plus tard, elles ont touché une unité de raffinage primaire et 2 grands réservoirs de la raffinerie Kinev à Kirichi. Sa capacité est d'environ 21 millions de tonnes de pétrole par an, soit plus de 6% du volume total de raffinage en Russie. Après l'attaque, Kirichi Nefte Org Synthèse a complètement cessé ses activités. Les forces de défense ukrainiennes ont également frappé l'infrastructure pétrolière et le parc de stockage du terminal Transneft au port de Primorsk. Ces sanctions à longue portée épuisent systématiquement les ressources de l'agresseur. Les frappes complexes des forces de défense ukrainiennes sur l'infrastructure pétrolière de la région de Leningrad ont 3 vecteurs d'impact clés. Économique. Le blocage des exportations de pétrole et de produits pétroliers via la Baltique prive le budget russe de milliards de dollars, directement convertis en missiles et obus. Logistique. Une pénurie de carburant est créée pour le groupement des troupes russes. Technologique. Des attaques réussies à plus de 900 km prouvent l'incapacité de la défense aérienne russe à protéger les sites critiques, même à l'arrière profond, d'après une publication sur le site du ministère de la Défense de l'Ukraine. Un nombre sans précédent de drones a parcouru une distance quasi record, contourné les échelons de défense aérienne et porté un coup fatal à certains des sites les plus importants de Russie, écrit The Telegraph. Selon les analystes, ces attaques constituent un défi sérieux pour le Kremlin. Elles remettent en question la capacité même de la Russie à exporter du pétrole, qui est le cœur de l'économie russe. Selon les experts, l'ampleur, la direction des frappes et le moment choisi pour les mener ont produit l'effet le plus fort de ces 4 dernières années. En Russie, tout cela se trouve à de très grandes profondeurs. Ils peuvent encore pomper, mais à un moment donné, il s'avérera qu'il n'y a nulle part où mettre ce pétrole, nulle part où le stocker, car nous voyons des frappes sur les ports et les raffineries. Et sur, enfin, leurs réservoirs, comme on les appelle, ils brûlent, en quantités énormes. C'est-à-dire que même si le pétrole est encore extrait, il n'y a tout simplement nulle part où le mettre. Et cela créera tôt ou tard une situation où il faudra boucher les puits eux-mêmes, les forages. Et quand vous fermez un puits, que vous le bouchez, pour le relancer, c'est seulement théoriquement possible, et encore pour des sommes très importantes. Économiquement, il n'est même plus opportun de rouvrir un puits précédemment bouché. L'Ukraine a riposté aux frappes russes sur l'énergie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il a ajouté que pour de futures opérations, de nouveaux drones et missiles drones sont en cours de mise au point. Pendant ce temps, la Russie a interdit toute exportation d'essence dès le 1er avril 2024 pour tous les acteurs du marché. Selon les médias russes, le moratoire durera au moins jusqu'au 31 juillet. Andriy Dmitrenko pour la chaîne Freedom. Et que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis en commentaire, likez et restez informés de l'essentiel. Restez avec nous car la suite est encore plus intéressante.